Amateurs de belles carrosseries, de techniques avant-gardistes ou même néophytes mais souhaitant en savoir plus, bienvenue dans Rétro Auto. Tous les 15 du mois, découvrez un nouvel épisode décortiquant un modèle en particulier. Et aujourd'hui, on va s'attarder à la plus japonaise des anglaises, la Rover 200 / Honda Concerto. Allez, générique, c'est parti. L'histoire de la Rover 200 Honda Concerto commence en 1988 en fait, puisque Honda rachète des parts de chez Rover. L'idée était L'idée était d'envahir le marché européen, et donc Honda n'avait pas une belle image sur le continent européen. Enfin, il n'avait pas du tout d'image, c'est surtout ça le problème. Donc la meilleure solution, c'était de racheter Rover. Comme ça, ils ont pu produire un véhicule à la fois badgé Honda et à la fois badgé Rover. C'est donc la Honda Concerto qui a servi de base. Alors il faut savoir que la Rover 200, en fait, elle existait déjà avant. La première génération de Rover 200 dérivait de la Triumph Acclaim de deuxième génération, qui elle-même était une Honda Ballade sous licence. Donc tout est lié. Donc l'aventure Rover Honda a commencé autour des années 80 et s'est terminée en 95 lorsque BMW rachète Rover et rachète les parts en fait que Honda avait dans Rover. Donc BMW a dit j'arrive, j'achète. Et Honda a dit ok, je vous laisse passer, il n'y a pas de souci. Donc après, il faut savoir que Honda n'a pas non plus aidé beaucoup Rover à ce moment-là, et l'a laissé un petit peu à l'abandon en fait. C'est un peu dommage. Parce que la particularité de Rover, c'est que c'était une marque un petit peu luxueuse en Angleterre. Hein, et donc du coup, disparaître, c'était dommage. Il faut savoir qu'après après la Honda Concerto, il y a eu la Honda Domani au Japon, qui n'a pas été importée en Europe. Par contre, la Rover 400, c'est la Honda Domani, mais rebadgée. Donc l'association a encore continué un petit peu comme ça entre Honda et Rover. Pourquoi je parle de la Rover 200 et de la Honda Concerto? Eh bien parce que voilà, on est actuellement dans une Rover 216 GTI coupé, donc c'est la mienne, c'est ma voiture, donc c'est pour ça que c'est facile de faire un rétro auto dans ces conditions là. Et parce que c'est une voiture intéressante aussi. Donc c'est une GTI, c'est la version sportive de chez Rover. Il y a eu la 214, il y a eu la 216 et la 216 GTI. Chez Honda, il n'y a eu que la Concerto, il n'y a pas eu de dénomination GTI. Par contre, il y avait le même moteur. Et on y reviendra un petit peu après au moteur. Et donc, tout l'intérêt en fait de cette voiture, c'est que c'est une GTI de transition en fait. Puisque dans les années 80, les GTI, c'était des petites voitures, des bombinettes, des pures sportives, mais avec aucun équipement de confort à l'intérieur. Donc c'était vraiment, on prenait le modèle d'entrée de gamme, on virait le bloc et on mettait un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus gros,
Et puis on vendait ça comme avec le label GTI ou GT Turbo ou Sport ou Renault Sport, ou enfin voilà. Il y a eu 36 milliards d'appellations, mais bon, GTI est quand même super connu, hein, parce qu'il y a le 205 GTI, la Golf GTI, c'est les plus emblématiques, la Pulsar GTI R, enfin voilà. Il y a eu plein de voitures GTI. Et donc, il y a eu celle-ci. Et pourquoi je dis que c'est une voiture de transition? Donc, parce que dans les années 80, les GTI c'était vraiment des voitures avec aucun équipement à l'intérieur. En général c'était vitres manuelles, c'était pas d'équipement à l'intérieur, enfin voilà, vraiment une sportive pure et dure. Et puis, fin des années 90, début 2000, les GTI ont commencé à devenir un petit peu plus luxueuses, un peu mieux équipées. On peut le voir notamment avec la Golf. La Golf 3 par exemple, c'est la GTI je parle, hein. C'est pas une GTI comme la première Golf. La Golf 1 GTI c'était une sportive radicale. Elle était plutôt efficace, elle était très dynamique à conduire, c'était sympa. Et du coup, la Golf 3 elle s'est tellement embourgeoisée qu'elle est devenue beaucoup moins sportive, mais c'était plutôt une version luxueuse en fait, la gamme GTI. Et celle-là, me direz-vous, c'est une voiture de transition. Parce qu'elle a le comportement des petites bombinettes sportives des années 80, on l'entend au niveau du moteur. D'ailleurs, il faut que je parle très fort pour qu'on m'entende bien. Et on a l'équipement, le confort d'une GTI moderne. Avec les vitres électriques, les rétro-électriques. Sur certaines versions, on pouvait avoir la climatisation, moi je ne l'ai pas. Le toit ouvrant, vitré, électrique. D'ailleurs, voilà, ça fait un petit peu plus de lumière peut-être. Ça sera toujours mieux. La centralisation, évidemment. Lecteur radio cassette, il y avait une option avec le lecteur CD aussi. Que dire d'autre? Donc elle était quand même pas mal équipée hein, pour l'époque. Les concurrentes n'étaient pas forcément aussi bien équipées que ça, ou en tout cas pas au même prix. Ah oui, et puis les sièges, avec une sellerie moitié tissu, moitié cuir. C'est surtout sur les renforts qu'il y a du cuir. Sur certaines versions, la barre noire que vous voyez là, là où il y a l'horloge, c'est une barre en fausse ronce de noyer. Celle-là elle ne l'a pas, mais la plupart des autres Rover 200 l'ont en fait. Parce que la Rover 200 était un petit peu plus bourgeoise dans l'âme par rapport à la Honda Concerto. C'est pour ça qu'il y avait tous ces équipements. Et du coup, on garde le côté sportif nerveux des années 80, le luxe typique des GTI modernes des années 90, et on fait un mix des deux, et on obtient la Rover 216 GTI coupée. Ça fait un peu long comme nom, pardon, mais c'est son nom, voilà. En termes de consommation, la voiture, elle tourne autour des 8 à 10 litres au 100 en conduite habituelle, c'est-à-dire un petit peu sportive, un petit peu nerveuse, mais bon, voilà, pas trop non plus, quoi. Par contre, quand on est sur l'autoroute à 130, croyez-moi, elle consomme, hein. Elle aime pas les trop régimes. Enfin, pas longtemps en tout cas. Il faut savoir que cette voiture, j'en suis la troisième main, hein, le troisième propriétaire. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an maintenant, quasiment un an et demi bientôt. Je l'ai acheté 1300 €. C'est pas cher hein, pour une sportive. Sportive, spacieuse, confortable, enfin voilà quoi, utilisable au quotidien. Hein. C'est pas non plus une Formule 1 de la route ou un taudis. Oh là, j'ai failli décoller là. Je peux le tirer que prévu. Donc 1300 €. La courroie de distribution a été faite, mais elle n'était pas tendue, donc il a fallu que je la fasse retendre. Enfin, je ne pouvais pas le faire moi-même. J'ai changé le roulement de roue arrière gauche, soufflet de cardan avant droit, la vidange bien évidemment. D'ailleurs, il faudra bientôt que je la refasse dans 1500 km à peu près.
me suis permis aussi de changer les jantes sur cette voiture. Parce que d'origine, la route on voit même pas où elle va. D'origine, c'est du 15 pouces en 185 de large. Et je peux vous dire que la voiture, elle tenait pas beaucoup de pavés. En plus, les pneus étaient anciens. Et complètement bouffés. Il fallait que je les change. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé des jantes pas trop chères. J'ai mis du 16 pouces. Et en même temps, bah, du coup, j'ai mis... Yeah! J'ai mis du 205 de large en 16 pouces. Donc, croyez-moi, la voiture elle tient bien mieux la route. Mais ça permet quand même de glisser. Quand on y va comme un porc. En même temps, la route est mouillée. Hein. Un petit peu là. Je crois. Ça contribue au fait que ça glisse. Bien évidemment, il y a les directions assistées. Parce que même si elle date de 93, celle-là, ben, elle est quand même bien équipée pour l'époque. Et ce moteur, qu'est-ce qu'il est agréable. Bruyant mais agréable. Hein. En ayant changé ces roues, forcément j'ai perdu un petit peu au niveau confort, je consomme un petit peu plus d'essence, mais c'est surtout pour la bonne cause, c'est pour la sécurité, parce que la voiture tient mieux la route. Donc, ce serait bête de se foutre au tas parce que les pneus ne tiennent pas la route. J'ai préféré payer un petit peu plus au quotidien, mais au moins ne pas avoir un accident bête. Voilà. Surtout connaissant ma façon de conduire. Au niveau de la carrosserie, les lignes sont très carrées, hein, bien évidemment. La voiture est assez anguleuse. Si vous regardez un petit peu la 309 GTI de l'époque, c'est la même allure, le même profil, c'est un peu pareil. C'est le même parpaing, voilà. Parce que c'est très carré et c'est pas forcément très aérodynamique. Il commence à y avoir de la neige par là. Je sais pas jusqu'où je pourrais aller. Il faut savoir que les Honda Concerto ont été proposés sous deux versions, berline 4 portes avec un coffre ou alors berline 5 portes avec un haillon. Alors que la Rover a eu un petit peu plus de chance, en tout cas sur le marché européen, nous on a eu un peu plus de chance là-dessus avec Rover, puisque la Rover a existé en 4 portes et 5 portes comme la Honda, mais elle a aussi existé avec une version 3 portes coupée, comme celle-là, et une version 2 portes cabriolet. Donc il existe la 216 GTI cabriolet, ce qui doit être assez sympa. Et la rigidité, forcément, on y perd un petit peu. Au niveau de la motorisation, les Honda Concerto étaient tout équipés de moteurs Honda de la série des moteurs D, D14, D15 ou D16. Évidemment, le haut de gamme c'était le D16 A9 que l'on retrouve dans la 216 GTI coupée. Donc le moteur que l'on a là, c'est un D16 A9. Il produit 130 chevaux, double arbre à cam, 16 soupapes. C'est le dernier moteur sportif de chez Honda avant qu'il passe au VTEC. Donc c'est un moteur qui a quand même un petit peu de caractère, un petit peu de pêche. Par contre, quand on rentre dans un village, on va quand même respecter les limitations de vitesse. On va aller par là-haut. Par là. Pour
la voiture est très confortable à emmener quand même, hein. D'où le côté moderne. Et vous allez voir dès qu'on sortira du village, si la route est sympa et qu'il n'y a personne, je pourrais vous montrer le côté GTI d'époque, le côté nerveux. Et donc autrement au niveau des moteurs, donc chez Rover, il y a eu deux types de moteurs. Les moteurs de chez Rover et le moteur de chez Honda. Donc sur les 214 équipés d'un 1,4 litre, c'était le moteur de série K de chez Rover. Donc c'était un moteur double arbre à cam aussi sur les 214, 16 soupapes et proposant 88 chevaux je crois de mémoire. La version simple arbre à cam et 8 soupapes proposait 75 chevaux, mais je suis pas sûr qu'il soit monté sur cette voiture là. Allez, on sort du village et on rentre dans un autre village, dommage. Sur les versions anglaises, le moteur a été... Enfin, au niveau moteur, il y avait aussi des moteurs de série M, donc de 2 litres de cylindrée, qui ont remplacé le D16 A9 de chez Honda sur la version la plus sportive, la plus haut de gamme en fait, sur la 200. Ouais, elle s'appelait 220. Ensuite, je crois que la route est tournée. Ouais. C'est par là. Je connais pas trop le coin là par contre. Donc le moteur de série M, il a remplacé le D16A9 et ce moteur là a été remplacé par un moteur de série T. Non, c'est l'inverse, c'est l'inverse. Il y a eu un moteur de série T de 2 litres qui a ensuite été remplacé par un moteur de série M équipé d'un turbo. Donc il y a eu les 220 GTI turbo. Elles faisaient 200 chevaux quand même. Dommage qu'elles aient été réservées qu'uniquement au marché anglais, hein. J'aurais bien aimé essayer. Le côté sportif. Donc 130 chevaux, c'est pas énorme, mais pour l'époque c'était pas mal, hein. Et je peux vous dire que cette voiture était très appréciée quand même, hein, en termes de sport, mais c'était la plus embourgeoisée de toutes les GTI parce qu'elle était un petit peu lourde. C'était un petit peu son défaut en fait. Il commence à pleuvoir. Parce que les routes sont vraiment pas en très bon état par ici. Ils ne savent pas ce que c'est que de faire des bonnes routes. L'avantage principal d'avoir cette voiture au quotidien, c'est que c'est une petite sportive, mais qu'elle reste très confortable et très correcte, très agréable à conduire au quotidien. Donc elle procure un énorme plaisir au quotidien à conduire, quand on veut attaquer comme là. Mais elle sait aussi se montrer raisonnable. Alors bon, évidemment, quand on va sur l'autoroute, elle n'est pas raisonnable, parce qu'à 130 km/h, on est quasiment à 4500 tours minute. Donc déjà on s'entend pas dans l'habitacle, et en plus de ça, ça fait beaucoup de bruit, ça consomme, et c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Parce que la boîte est très courte en fait sur la Rover 216. J'ai bien fait de passer par là, la route est jolie. Je me souvenais plus de ce passage là. Je vais pas pouvoir attaquer comme un gros porc non plus parce que
On est sur une route ouverte, donc je peux rencontrer quelqu'un, je peux rencontrer de la neige, je peux avoir tout un tas de problèmes, donc faut rester toujours assez prudent quand même. Ça me permet en même temps de vous montrer les jolis paysages de l'Ariège, alors j'imagine qu'avec la caméra vous ne verrez pas grand chose. Ok, peut-être des fois la montagne. Alors jusqu'où ça nous mène tout ça? Au niveau du châssis, la voiture est issue de la Civic. Donc, c'est un châssis monocoque, c'est plutôt rigide hein, pour une voiture de grande diffusion, ce qui est tout à fait sympathique. Et c'est des trains roulants de Civic, puisque la Concerto est en quelque sorte la Civic en berline. La Rover 200 bénéficie donc du châssis de la Concerto qui bénéficie donc du châssis de la Civic. Voilà, tout est lié, la boucle est bouclée. Par contre, il y a deux types de suspension, puisqu'il y a eu deux chaînes de production pour les voitures. Donc je disais, deux chaînes de production, celle de Suzuka et puis celle en Angleterre, celle de Longbridge, dans les Midlands en Angleterre. Donc les deux chaînes de production ont produit toutes les deux des Honda Concerto et celle d'Angleterre a produit des Concerto et des Rover 200, hein, bien sûr. La différence en termes de châssis, c'est que nous en Europe, on a une suspension avec des roues indépendantes, donc 4 roues avec une suspension type McPherson, hein, aux 4 roues. Alors que les Japonais, eux, ils ont eu droit à une double triangulation à l'avant. Donc meilleur comportement, meilleur châssis. C'est des petits chanceux, hein, les Japonais. Vous vous rendez pas compte de tout ce qu'ils ont eu et tout ce que nous, on n'a pas pu avoir. Sachant que leurs produits étaient terriblement bons. Petit dérapage, on essaye, on se fait plaisir comme on peut. Un truc à savoir à propos des Honda Concerto ou Rover 200, c'est qu'en compétition, la Concerto n'a jamais mis les roues sur un circuit ou sur une piste de terre en rallye. Hein. Par contre, la Rover 200, elle, oui, et elle s'est pas faite prier. Hein. Au contraire. Intitulée Dunlop Tomcat Rover Race Series, un nom ultra long. Figurez-vous que Rover avait fait une course monomarque de 91 à 95. Je crois même que ça a commencé en 90, mais je suis pas trop sûr. C'était surtout en Angleterre, logique, me direz-vous. Et c'était des courses monomarques. Au début avec la 216 GTI coupée et puis après avec les 220 turbo. Tous les pilotes avaient la même voiture et c'était parfois du stock car. Je vous invite à regarder quelques vidéos sur YouTube si vous voulez.
c'est assez drôle à voir parce que vraiment ils se rentrent dedans, ils se poussent et tout, ils en ont rien à foutre. Donc, je sais pas si à l'audio ça va s'entendre, mais là elle est relativement silencieuse quand même. Je suis à 50 à l'heure en 5e, elle est très souple. Ouais, ça j'ai oublié de le dire, elle est très très souple. Le moteur est souple. Je peux le relancer en seconde quasiment à l'arrêt. D'ailleurs, je vais me mettre sur le côté là pour éviter de gêner. Donc là je suis quasiment à l'arrêt. Comme une voiture, j'accélère. Voilà. Donc la voiture est vraiment très polyvalente et elle est tout à fait utilisable au quotidien et ça c'est génial. Parce qu'on peut se faire plaisir sans forcément rouler très vite. Hein. Là, tout ce que j'ai fait en conduite rapide, là j'étais à 90-100 km/h. Sur une route limitée à 90. Donc j'étais pas un fou du volant. Et évidemment j'étais à un endroit où il n'y avait absolument personne. Pour ceux qui pourraient s'inquiéter, une petite mamie que j'écrase et donc une retraite économisée pour l'État. Hein. Bah non, voilà, il n'y en a pas eu parce qu'il n'y a personne. À part de la neige, il n'y avait rien. Voilà, l'épisode 6 de Rétro Auto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Vous avez vu que la formule était totalement différente par rapport aux anciens épisodes, c'est-à-dire une version audio en podcast qui était très stricte et qui suivait parfaitement la ligne éditoriale, le texte que j'avais écrit. Et puis la version vidéo, où bah, là j'avais enregistré donc au volant, et où j'essayais de raconter les choses, mais il est fort probable que je oublié certains points. Mais bon, j'ai une très mauvaise mémoire, donc je ne peux pas tout vous citer par cœur à chaque fois. Parce que justement, j'ai fait ça parce que le par cœur, ça marchait pas avec moi. Que dire d'autre? Si, en haut à droite de votre vidéo, par là-bas, là, vous devriez avoir un petit i comme information. Si vous cliquez dessus ou si vous appuyez dessus avec vos doigts ou avec la souris, vous allez avoir un petit questionnaire à choix multiples, 3 modèles. Ce sera pour l'épisode 7 de Rétro Auto, pour que vous puissiez choisir justement quel sera le prochain véhicule dont je parlerai. Alors, évidemment, si j'ai pas assez de retours, bah, j'en parlerai peut-être qu'à l'épisode 8. Et à l'épisode 7, bah, j'en choisirai un autre entre temps. Voilà. Que dire d'autre C'est plutôt confortable à l'arrière en fait. Je suis toujours assis là, moi, mais c'est pas mal derrière aussi. Vivement les voitures autonomes, que je puisse essayer la banquette arrière en conduisant. Sinon, oui, on peut se quitter sur le Pax. Partager, aimer, commenter et subscriber. Vous commencez à connaître la sauce. C'est important de faire tout ça pour que justement la vidéo puisse avoir un peu plus d'impact si vous aimez le concept et qu'on soit un peu plus nombreux chaque mois à partager notre amour pour un véhicule en particulier. Et puis voilà, je pense que c'est bon, on a tout dit là. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt dans Rétro Auto. La source du bruit au niveau de la scène du pont. Le pont qui est là-bas, où je passe là comme ça, et après je tourne là-haut. Voilà. C'est à cause de ça qu'on entend du bruit. Mais c'est pas tout. Et non, ce n'est pas tout. Ça sera dans le making of ça. Voilà. En dessous du pont. Voilà. Voilà pourquoi il y a du bruit. C'était pas un problème de son, de micro ou quoi que ce soit, c'est juste de la cascade naturelle, ça fait un bruit de noise, je sais plus comment ça s'appelle là, bah voilà, c'est pareil. Bon allez, on continue. Je regarde pas trop la caméra parce que je suis en train de conduire en même temps, je m'en voudrais pas.
tout doux, c'est sympa. Mais vu la neige qu'il y a là, je pense que je ne pourrais pas aller bien loin.